Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux d'être avec vous, évidemment. On va parler de la négociation. Alors, la négociation avec qui? Avec votre femme le matin pour essayer de voir comment on organise la journée. La négociation avec son manager. La négociation avec son garagiste, parce que les horaires ne correspondent pas exactement à la récupération du véhicule. Vous l'aurez compris, on parle de négociation évidemment spontanément commerciale, puisqu'on essaie de vendre un produit, mais la négociation est partout. Elle est dans notre quotidien du matin au soir, dans nos vies quotidiennes. On en parle avec des spécialistes qui vont essayer de nous donner peut-être des trucs, des astuces, des manières d'être, de faire, ou de ne pas faire, évidemment, parce que parfois on commet quelques erreurs quand on négocie. On en parle avec Jean-Édouard Grézy. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour. Alors que des invités qui sont déjà venus sur ce plateau, qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez aimé l'endroit. Anthropologue, fondateur associé du cabinet Alternego. Et puis, je ne l'ai pas sur ma fiche, mais je l'ai lu, ce livre, votre dernier livre qui traite de la négociation. Rappelez-nous le titre. 7 négociations qui ont fait l'histoire. Absolument. C'est une petite tranche d'histoire à travers des personnages que vous connaissez, jusqu'à Michel Rocard, les accords de Calédonie, sur la manière dont ils ont négocié, comment ils ont négocié. Merci d'être là. Aurélien Esposito, merci d'être là, de revenir. Associé de Talent Management, c'est écrit sur votre petit, comment on appelle ça, un Teddy, sur votre Teddy, et cofondateur de la Négociation Academy. La négociation, vous en faites un art, une technique, on en parlera avec vous. Jean-Pascal Mollet, merci de revenir. On s'était beaucoup amusé, ça avait été très vu sur LinkedIn avec vos profils de couleurs. C'est vrai. Vous m'aviez rangé chez les jaunes, je crois, de mémoire. Eh oui. C'est ça, hein. Jaune, c'était quoi déjà? Jaune, c'est Arnaud, mais non, c'est les gens qui sont expansifs, enthousiastes, communicatifs, démonstratifs. C'est moi. Voilà. Tonique. Tonique, c'est ça, sur les jambes. Coach, vente, conseil. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vous faites des conférences, vous avez une palette autour de ces questions qui est importante. Juste un petit morceau d'histoire. On commence par l'histoire. Bien sûr. Jean-Édouard Grézy, vous avez décidé de partir très loin dans votre livre. On avait parlé d'anthropologie. La négociation, elle démarquant au moment de la préhistoire, quand il faut arracher un morceau de viande sur un os et que j'aurai la meilleure part et que l'autre aura le plus mauvais morceau? Oui, si on définit la négociation comme un système de décision conjointe, tout simplement, dès qu'il faut tomber d'accord, dès que l'humain apparaît sur Terre, il est obligé de négocier. Et c'est vrai que quand on pose cette question que vous avez posée en introduction, depuis la sonnerie du réveil matin jusqu'au réglage du réveil matin le soir, quel est le pourcentage de décisions que l'on peut prendre seul, sans l'accord de personne? Il est très faible. Alors évidemment, ça dépend de votre environnement perso et pro. Si vous êtes célibataire et que vous travaillez isolé sur un projet, vous négociez moins que celui qui a une famille nombreuse ou qui travaille sur des projets transverses. L'éducatif, c'est la négociation. Tout le temps, pour faire accepter un projet, une idée. Mais c'est vrai que souvent, les gens considèrent à tort que c'est associé à une pratique professionnelle liée au commercial, au RH. Trop spontanément. Ce qui est vrai d'une certaine partie, mais ça touche tout le monde, évidemment. Juste un mot, c'est pas pour faire de la psychanalyse là où il ne faut pas en faire, mais quand on est une bonne mère ou un bon père, on est un bon négociateur. C'est-à-dire quand on arrive à bien négocier avec ses enfants, on est ensuite un très bon négociateur au travail, où il y a vraiment ces deux parties très différentes de l'être. On peut... je pense que c'est plus difficile avec ses proches parce qu'il y a une dimension émotionnelle qui est beaucoup plus forte, voilà. Et puis qui nous connaissent bien, qui savent appuyer sur le hot button, et puis qui a parfois une charge mentale le soir quand on rentre à la maison. Et finalement, les négociations les plus difficiles sont celles qu'on ne considère pas comme des négociations. C'est-à-dire, je suis avec un enfant, je dis tu vas t'habiller comme ça, et il dit non. J'ai pas le temps là de. Donc tu t'habilles comme ça. Alors que 2 heures avant, vous aviez négocié un très gros contrat qui avait fait gagner beaucoup d'argent à votre entreprise, voilà. Mais vous n'arrivez pas à habiller votre fille parce qu'elle ne veut pas mettre la robe rouge, mais la robe verte. C'est ça. Et ça, c'est terrible, ça. C'est ça. Non, mais c'est très intéressant ce rapport à la psychologie. Quelle définition vous mettez au mot négociation, vous qui avez créé cette académie de négociation, parce que vous le dites même, on va jusqu'au RAID, puisqu'on parle de la négo de salaire, commercial, et puis on va jusqu'à la négo avec un preneur d'otages qui a 3 personnes, qui veut les tuer, et puis au bout du fil, il faut négocier. Là, c'est vraiment un mot qu'on utilise. C'est quoi le mot négociation pour vous? Alors nous, on le base sur l'échange. Pour aller juste un petit peu après dans l'histoire, on demande souvent aux gens quel est le plus vieux métier du monde. Peu importe, de toute façon, il fallait négocier aussi. Donc du coup, vous démarrez comme ça. On se dit aussi que c'est inhérent. C'est journaliste, comme on a pu le dire. Et du coup, à la négociation académie, on n'a pas vraiment de définition à proprement dit. Par contre, on part du principe qu'on libère un otage, qu'on demande de mettre une robe, il y a une méthode pour arriver aux choses, et donc du coup, il faut l'appliquer et il faut l'organiser. Et c'est pas forcément
moins difficile si on a les méthodes. C'est juste une histoire d'organisation et de technique. Mais Jean-Paul Mollet, vous faites des conférences. Vous avez Jean-Pascal. Oui, pourquoi Jean-Paul JP. Vous faites des conférences. Vous avez été aussi un acteur de la négociation commerciale. Vous avez fait de la négociation. Il y a des moments dans votre vie professionnelle, vous vous êtes dit, waouh, face à moi, un peu comme quand on joue au tennis et qu'on a un adversaire et qu'on le respecte, on se dit, lui, il est vraiment très fort. Vous vous êtes dit à un moment donné ça, et très fort, pourquoi d'ailleurs ? Alors comme le disait Aurélien, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des méthodes, et tout compte fait, au mieux on est préparé et au plus on connaît ces règles, au mieux ça fonctionne. Quand on connaît les règles des acheteurs et à quoi ils fonctionnent, notamment dans la grande distribution, parce que c'est vrai qu'on est confronté face à des gens qui sont très armés. Une fois qu'on a repéré les méthodes... Très dur. Disons qu'ils ont aussi des méthodes. Donc forcément, quand on sait les détecter, on dit ça y est, c'est un jeu, j'ai compris comment y jouer. C'est un petit peu comme aux échecs. C'est-à-dire que quand on connaît tous les coups, c'est plus facile que quand on ne les connaît pas. Non mais Jean-Pascal, juste d'un mot, parce que la grande distrib, c'est au mois de février, c'est la saisonnalité, c'est-à-dire que les acheteurs de la grande distrib mettent par terre des types en face qui sont des industriels, qui sont des agriculteurs, et régulièrement au mois de mars, il y a du purin déposé devant les préfectures, parce que la négo s'est mal passée. Je dirais c'est le mauvais côté de la négo, ça. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très animal, de très guerrier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Enfin, il y a quelque chose de très viril dans tout ça. On parlait d'histoire tout à l'heure, il faut quand même se rappeler que ça vient négocier vient du latin negotior, qui veut dire faire des affaires. Donc on est là pour faire des affaires, on est là quand même dans un rapport de gagnant-gagnant. Et c'est vrai que si on en face... Ou perdant, si je peux me permettre. Oui, mais il faut être dans cette optique-là quand même. C'est-à-dire qu'on est là tous les deux pour gagner. Et donc c'est pour ça qu'au mieux on est préparé, au mieux ça fonctionne. Vous êtes d'accord ? Enfin, il y a quand même dans cette notion, au-delà de l'aspect un peu humoristique, mais réel de la robe de notre fille ou du jeans de notre garçon, il y a quand même un côté comme ça, un peu guerrier dans la négociation. Il y a un bras de fer. Classiquement, on distingue deux approches. L'approche dite intégrative, qui est l'approche de négociation partenariale, où je considère que je dois établir une relation de long terme tout en maximisant la création de valeur avec mon partenaire. Et l'approche dite distributive, où je considère qu'il y a un gagnant et il y a un perdant, et je vais utiliser toutes les tactiques possible pour créer le plus de dégâts dans les lignes adverses. Et c'est vrai que la grande distribution, alors ça a évolué, parce que là on parle de l'alimentaire, par exemple, dans d'autres secteurs c'est différent. Quand il faut arriver à créer de la valeur sur du long terme, on est obligé de changer un peu de braquet, parce que c'est détruire de la valeur à la table des négociations, avoir la culture préalable du rapport de force n'est pas durable ni sain. Mais Aurélien, il y a quelqu'un qui a reçu pour ces vendeurs, acheteurs de la grande distrib, ils sont allés dans un bureau, ils ont été embauchés. On leur a donné le cahier des charges, on leur a donné des règles, ils ont été embauchés par une entreprise, ils ont un bureau, un ordinateur, un casque, ils ont un cahier des charges. Donc on leur apprend des choses, on leur inocule ça. C'est inné ou c'est pas inné ça ? C'est on leur dit écoute, voilà Coco, là à la fin de l'année, il faut que tu ramènes plus 20. Il n'y a pas photo, sinon tu n'auras pas ta prime. Parce que globalement, on parlait de la sanction tout à l'heure, il y a un peu de ça. C'est inné ou on leur donne une méthodo, puisque vous évoquiez une méthodo ? Pour revenir sur l'animalité, moi j'aime beaucoup cette notion. Il y a un test qui a été fait sur des personnes qui ont fait beaucoup de milieu carcéral. Et en sortant, ils avaient des compétences exacerbées en négociation parce qu'ils avaient développé une animalité hyper forte et une survie, presque on peut parler de survie. Donc je pense qu'il y a une part effectivement de quotient personnel. Par contre, effectivement, il y a des méthodes qui permettent à tous, et là c'est pour rassurer aussi, c'est de se dire apprenez, la négo ça s'apprend, c'est pas inné, on n'est pas bon naturellement. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Une systémique, peut-être. Nous, on a développé une méthode qui s'appelle OPEX. Chez nous, c'est une organisation... OPEX ? OPEX. Comme les OPEX militaires. Exactement, le rapport à tout ce qu'on a pu prendre chez nos amis négociateurs d'élite. C'est un schéma de fonctionnement. Observation, préparation, échange, retour d'expérience. Et en fait, déjà d'avoir ce schéma-là en tête, on se met à négocier avec une systémique, on n'est plus dans l'instinctif, et du coup, ça évite déjà pas mal d'erreurs et d'oublier des étapes. Au téléphone, c'est pas possible quand on est en Si, c'est possible ? Si. Non, mais dites-nous. Ah bah oui. Ah bah oui, pour vous, c'est évident. En visio alors ? Observation, c'est stalker la personne avec qui on va échanger. On la comprend, on la connaît, on l'a regardé, on sait, on a pris les infos. Préparer. Donc on a fait un petit backup avant, on sait que backup avant. D'accord. Préparer, c'est classifier ces infos-là. Qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qui va nous servir ou qu'est-ce qui va pas nous servir. Ces deux parties-là représentent 70% de la négociation. Après, il y a 20% dans l'échange. On prend le téléphone.
qu'est-ce qu'on se dit? Ok, oui, non, gagnant-gagnant, on y arrive, on essaie de trouver, voilà. Et après, on raccroche le téléphone, retour d'expérience, on regarde ce qu'on a fait. Sur le terrain, Jean-Pascal, ça se passe comme ça? C'est-à-dire que là on glisse doucement vers le commercial, il est en voiture, il a le temps de faire ça, de stalker, de faire sa petite fiche avant, de se dire tiens, le cafetier, là, je sais qu'il aime ça, je vais lui amener ça. Enfin, tout ça, ce sont des éléments de la négo? Alors, malheureusement, dans la vraie vie, les commerciaux oublient de préparer ou disent ça y est, je connais mon job. Alors que c'est la phase la plus importante. J'aime bien l'oubli. Voilà. Vous qui les formez, apprenez à préparer. Bah ouais. C'est-à-dire que je sais déjà où je vais, comment je vais y aller, sur quoi je peux négocier, qu'est-ce que je vais demander. Et donc tout ça, ça s'anticipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver là comme ça. On peut pas. Non, donc, c'est pas là où on a les meilleurs résultats. Vous formez les commerciaux, il faut quand même préciser que vous les formez toutes les formes, en visio, en distance, en présentiel. Ça, c'est une des leçons que vous leur dites. Ne vous asseyez pas sur vos acquis en pensant connaître. Il faut toujours... c'est ça la négociation, c'est bien connaître l'adversaire qu'on a en face, ou le partenaire. Dans les négos de haut niveau, parce qu'on négocie parfois le rachat d'une entreprise, parfois un État rencontre un autre État. Et c'est un peu ce que vous racontez aussi avec les rois, avec ces parties de notre histoire importante. Là aussi, il faut préparer un peu le profil. Moi, je me rappelle la scène du camp des draps d'or. Enfin, je ne sais pas si vous le citez dans votre livre, mais c'est Henri VIII et François Ier. Et puis, François Ier est plus grand qu'Henri VIII. Et à un moment donné, le matin, très tôt, ils vont faire leurs besoins, faire pipi. Et ils se battent. Et c'est François Ier qui va renverser Henri VIII et le faire tomber. Il y a un rapport comme ça physique entre les deux. Et ils sont en train de négocier un territoire. C'est pas rien. Bien sûr. Ça se joue comment, cette négo? On essaie de savoir qui est l'autre aussi à ce haut niveau-là? Oui, complètement. D'ailleurs, Louis XI est assez exceptionnel de ce point de vue-là. Il a créé la Poste en France, à la fois pour accélérer les communications au sein du royaume, mais aussi pour espionner tous ses ennemis. Et il faisait ouvrir tous les plis et il avait toujours un coup d'avance dans ses négociations. Il était hyper informé. C'est lui qui a inventé plus ou moins le renseignement intérieur. Donc, attendez, c'est intéressant l'idée que vous soulevez, parce que c'est-à-dire que quand on a des cartes dans sa manche qui ne sont pas très légales et qu'on fait un peu d'espionnage, puisque c'est de ça dont il est question, quand on arrive en négo au plus haut niveau, on est armé. Bien sûr. On a le petit dossier qui va bien et on sort la note qui dit tel jour à telle heure. Ça se fait pas, ça, dans le commercial? Si, il y a des coups bas comme ça? Non, mais dans tous les métiers, ça se fait. La politique, superstar. Mais là, on touche du doigt des domaines où on négocie, mais je vous repose la question, qu'est-ce qui fait, Jean-Pascal, que vous dites, ou que vous ne l'avez pas dit d'ailleurs, lui, c'est un sacré négociateur? C'est quoi? C'est la tchatch, c'est le charisme, c'est le silence, c'est l'énergie. C'est quoi quelqu'un dont vous dites, ou vous vous êtes dit, lui, franchement, c'est un costaud? On peut voir un bon négociateur à la façon dont il a préparé le rendez-vous. C'est-à-dire que toutes les informations qu'il peut avoir en amont, son plancher, sa cible, son plafond, qu'est-ce qui s'est défini, qu'est-ce qu'il va demander, il s'est déjà préparé à cette notion de concession et de contrepartie qui peut être importante dans une négociation commerciale. L'aspect financier? Oui, alors pas que, parce que souvent on parle de prix, mais les délais de règlement, les volumes, tout ça peuvent être aussi des leviers, bien sûr. Et auxquels on ne pense pas toujours d'ailleurs. Donc voilà, quand on voit quelqu'un bien préparé, on se dit, tu vois, déjà... Non, déjà, il faut être vigilant. Moi, j'entends dans ce que vous me dites, en tout cas, c'est que le conseil, c'est d'avoir une préparation à la négociation méticuleuse. Vous êtes d'accord? Oui. Qu'on soit dans le participatif ou qu'on soit dans le combat. Après moi, je dirais aussi, il y a une dimension âme d'enfant, conserver son âme d'enfant. Parce qu'on dit souvent des meilleurs commerciaux. Enfants, vous voyez. Ben oui, parce qu'on dit souvent des meilleurs commerciaux sont des sales gosses. Et parce qu'ils négocient tout. Et un enfant, c'est un peu comme ceux qui sont en prison, il est dans un rapport de. Enfin, en ce moment, beaucoup ont été confinés, mais le rapport est un petit peu tendancieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans un rapport de force défavorable au départ par rapport à ses parents, et du coup, il compense par une agilité. Et l'état d'esprit du négociateur, nous, on l'a résumé en trois postures. C'est la curiosité. C'est-à-dire, dès que ça bloque, je peux accepter un refus, mais jamais sans comprendre pourquoi. Et donc, il faut vraiment aller questionner. Et on sait qu'un enfant, ça pose plus de 70 questions par jour à 5 ans. Puis après, ça diminue avec le temps de manière catastrophique. La créativité. C'est-à-dire sortir des idées nouvelles pour créer de la valeur face à un refus, rebondir, etc. Exact. Et la ténacité, c'est-à-dire ne pas lâcher. On lâche pas. Et on sait que la ténacité, c'est plus important que le QI pour réussir dans la vie. Et vous parlez de négociation par téléphone, par exemple, se taper des refus et rebondir, repartir, recommencer, ne rien lâcher, c'est vraiment hyper important. Et on voit notamment à travers l'histoire que vous avez des gens d'une opiniâtreté. Catherine de Médicis, elle a géré 8 guerres de religion, elle n'a jamais lâché, elle a fini par négocier sur un brancard. C'est incroyable. C'est des gens d'une force incroyable. Il y a peu de commerciaux qui négocient sur les brancards. J'espère, oui.
Ouais, vous êtes d'accord. Ceux qui vendent peut-être des brancards, mais sinon. Des brancards, ouais, celui qui teste le brancard. Pour le tester devant le client, mais sinon. Ouais. Mais c'est assez intéressant quand même le rapport entre diplômé, j'ai des très gros diplômes, j'ai fait les plus belles études. C'est pas pour autant quelqu'un qui saura bien vendre ses produits, bien les placer. Vous êtes d'accord avec ça? S'il n'y a pas d'adéquation directe entre j'ai fait la plus belle école et je suis un bon négociateur ou un bon vendeur, c'est pas vrai. On voit des vendeurs qui n'ont pas de diplôme. En plus, il y a peu d'écoles où on apprend bien la vente et bien la négociation. Il y a des écoles quand même, Jean-Pascal? Ouais. Il y a des écoles de vente? Oui, alors il y a des écoles de vente, mais bon, il y a des BTS force de vente, des écoles de vente de la chambre de commerce, etc. Négocia par exemple, ou Redis Business School, ou voilà, il y a quand même des écoles où on apprend la vente. Mais pas tant que ça. Et les écoles de commerce, on n'apprend pas la vente. En fait. Non, on n'apprend pas la vente dans les écoles de commerce. Et d'ailleurs, même un peu le management est assez négligé dans les écoles de commerce. Enfin, on se demande ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Mais c'est vrai, vous êtes d'accord. Vente, il n'y en a pas. Management, bof, c'est pas une matière noble. Les RH, bof. Beaucoup de marketing, Finance. communication. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'école de négo. Bah vous l'avez créé. Mais excusez-moi, c'est quand même c'est une matière. Un élève, un adulte, ce sont des adultes évidemment, il pousse la porte, il est envoyé par son entreprise ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est quoi ses premiers mots? Je suis mauvais négociateur, j'aimerais apprendre à négocier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Je pense qu'on l'a tous rencontré aussi. J'ai peur de négocier. J'ai peur. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec la négociation, parce que faut pas avec oublier l'argent, donc. Alors par extension avec l'argent, mais d'abord avec le fait d'échanger déjà, parce qu'on a l'impression que c'est mal vu dans notre société de monter à l'échange et d'essayer de demander un prix. Vous demandez un prix à votre boulangère le matin parce que vous prenez 3 baguettes et qu'elle vous offre la 4e. Rarement en fait en réalité. Et pourtant c'est du commerce, c'est déjà des affaires, on est déjà dans l'échange. C'est exact. Et je pense qu'il faut déstigmatiser. Nous on a un vrai boulot déjà d'expliquer aux gens qu'il faut arrêter d'avoir peur en fait tout simplement et revenir à l'enfant, s'amuser. D'où les jeux. Oui, c'est ça tourne beaucoup autour de ça. Dans tous les trois, vous dites, mais finalement, à un moment donné, une fois qu'on a compris les règles, c'est comme aux échecs, on revient beaucoup autour du jeu. La négo, c'est un espace délimité dans lequel on va essayer de s'épanouir dans un face-à-face plus ou moins tendu. Est-ce que ça serait ça, la définition? Oui, il y a vraiment cette dimension de jeu. Et effectivement, je vous rejoins sur les peurs et les inhibitions qui viennent parfois dès l'enfance où on n'ose pas demander. On dit ça se fait pas, etc. Or, il faut cet esprit de ce qu'on me donne n'est pas un acquis. Je dois. Il y a une phrase en anglais qu'on utilise souvent en négociation, c'est "You don't get what you deserve, you get what you negotiate". Vous n'obtenez pas ce que vous méritez, mais ce que vous négociez. Il faut aller le chercher. Et donc, il faut sortir aussi de sa zone de confort, accepter de s'exposer à un refus, différer son désir éventuellement dans le temps sans y renoncer, repartir, etc. Donc, c'est une belle énergie, mine de rien. Mais pourquoi les sous-valoriser? Excusez-moi, pourquoi il y a une forme, je l'évoquais dans les écoles de commerce, je n'ai rien contre les écoles de commerce, mais c'est un peu le sous-métier, le commercial. On se dit, de toute façon, si tu n'as pas de boulot, tu seras commercial. Enfin, comme si c'était une sorte de sous-métier, alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'être dans cette relation un peu presque animale, un peu sensible. Et c'est très bien payé en général. Oui, puis si on a le meilleur produit, mais qu'on n'a pas de commerciaux pour le vendre, on ne le vend pas, ce produit. C'est quand même la base. C'est-à-dire qu'il faut la base d'une entreprise, c'est de vendre ses produits. L'inverse marche aussi, Jean-Pascal. Oui. On peut avoir, excusez-moi, des produits de mais avoir des très bons commerciaux. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Ah oui, c'est carrément. Je pense qu'il y a aussi un problème avant même les grandes écoles dans l'éducation nationale où on confond le fond et la forme. Enfin, on méprise la forme au profit du fond. Quand on pose la question... Ouais, la négo, c'est un peu sale en France. C'est quelque chose de pas très très propre. Mais ça s'apprend tout petit. Vous avez au Canada des expériences qui ont été menées, qui s'appellent Ensemble vers le Pacifique. Ils ont formé des 200 000 enfants à la négociation dès l'école primaire. Parce que c'est une habileté sociale essentielle. Sur quel type d'exercice? Sur quel type d'espace projet? Déjà pour gérer la contradiction, gérer les conflits, gérer les tensions. C'est sympa pour les parents, ça, après. Eh bien oui. Ils ont 2-3 ficelles. Pour sortir, pour revenir. Exactement. Et ça, ces enfants ensuite adultes, évidemment, sont porteurs de ce savoir. Si vous voulez une société plus inclusive, pour faire diminuer la violence ou qui s'ouvre à l'altérité, il faut savoir s'intéresser à l'autre, se confronter à l'autre, faire valoir ses intérêts, ses droits, exprimer ses émotions. Et donc, ça demande effectivement un soutien, une formation. On ne l'a pas évoqué parce que ce n'est pas tout à fait vos domaines, mais dans le cadre des divorces, vous avez vu que la médiation s'est mise en place, qui
qui n'existait pas il y a encore quelques années. Il y a un médiateur qui vient essayer de créer un dialogue. Et là, c'est un espace de négociation qui est difficile aussi. Là. Vous avez des profils comme ça de gens qui poussent la porte en disant je suis en pleine négo avant d'aller voir le juge et j'aimerais pas me faire trop plumer. Mais on est dans un pays où c'est très compliqué parce que le légal il reprend très vite la main et on n'a pas une grande plage de travail. Moi en coaching négo, j'ai des gens qui me demandent mais je peux que les conseiller. Je peux même pas les assister parce qu'on revient très vite sur le légal, donc on n'a plus le droit de toucher. Vous n'avez pas la robe. Ouais. Et c'est malheureux parce qu'on pourrait très vite trouver des solutions avec un bon médiateur. Enfin, tu peux parler plus que moi de la médiation. Je pense. La médiation, c'est très à la mode en ce moment. Mais c'est très en vogue. Très ancien. Henri IV, en 1610, veut développer la médiation dans tout le royaume de France. 6 mois plus tard, il est assassiné et du coup, ça ne se développera qu'en Provence. On sort de guerre de religion, il faut recréer un dialogue. Bien sûr. Et évidemment, il faut que les gens se parlent. C'est la pratique la plus ancienne qui existe. Vous parliez de plus vieux métier du monde. On a observé des scènes de médiation chez les bonobos. C'est les singes les plus proches en termes d'ADN de l'homme. Donc c'est le moyen de régulation le plus serein. Et là, en ce moment, on espère une médiation entre Israël et la Palestine. J'allais vous le dire. Mais encore faut-il... qui est balbutiante. Le plus difficile dans une médiation, ce n'est pas la médiation. Le plus difficile, c'est de faire accepter aux parties prenantes de s'asseoir autour d'une table. Ça c'est vrai. Et si Joe Biden ne soutient pas cette initiative, la médiation ne pourra pas avoir lieu. C'est lui qui a les clés. Donc, vous voyez, c'est toute une fois que les gens sont assis, on l'a vu pour plein de négociations, notamment sur la Serbie à l'époque où Milosevic était venu négocier en banlieue parisienne. Une fois qu'ils sont assis, on apprend à se connaître, on prend un verre, on se regarde plus pareil. C'est avant. On casse les a priori. Ouais. Juste avant de nous quitter, excusez-moi parce que vous avez des commerciaux face à vous. Vous avez fait des conférences. Vous expliquez. C'est quoi les 3 clés on l'a vu, la préparation, préparer, arrêter de ne rien faire et de penser que c'est acquis. Mais ensuite, une fois qu'on est face à la personne, c'est quoi la façon de se tenir? C'est vrai que Jean-Édouard a parlé de la curiosité. Les commerciaux ont des difficultés à s'intéresser, à poser des questions, et c'est la différence avec les enfants. En fait, l'enfant, quand il pose des questions, il cherche à savoir, alors que le commercial pense tout savoir. Donc, il n'a pas cette curiosité-là de l'enfant, mais c'est vrai. Donc, la curiosité, je crois que c'est quelque chose d'important. Intéresse-toi à l'autre. Évidemment. Évidemment. Ça, on est d'accord. Voilà. Que l'autre ait le sentiment aussi qu'il est pris en compte dans sa globalité. Ça aide d'ailleurs dans des négociations de très haut niveau. Je pense Israël-Palestine, il faut que chacun s'appréhende. Avec beaucoup d'authenticité, parce que je pense que des fois dans les achats qui marchaient pas, c'est qu'on était avec un système qui n'était pas authentique, qui ne fonctionnait pas, on s'intéressait pas vraiment aux gens, on faisait semblant de s'intéresser aux gens, et ça a fait des situations qui aboutissaient à rien. Juste, il ne nous reste que 10 secondes, mais parfois la négociation c'est malveillant, les gens le voient mal en disant de toute façon on essaie à tout prix de me refourguer un truc, donc j'ai pas besoin, c'est pas que ça quand même. Heureusement que non. On est d'accord, non, mais parce que c'est quand même ce qui ressort, on se dit bon voilà, il m'a refourgué un truc, c'est un bon vendeur quoi. C'est intégrer l'autre dans son équation personnelle. Donc gagnant-gagnant. C'est faire des affaires. C'est faire des affaires gagnant-gagnant, on est d'accord. Et souvent ça s'agit d'un aspect manipulation de la négociation. Exact. Mais elle peut être bienveillante, ça peut être de l'accompagnement plutôt que de la manipulation malveillante, et du coup ça devient de la négociation bienveillante. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir le sentiment de s'être fait avoir en sortant d'une négociation et de se dire en fait j'y reviendrai pas. Donc c'est forcément perdant puisque derrière on renégocie plus. C'est pour ça que les meilleurs négos se font sur un temps long. Dans une dimension de partenariat et de relations durables. Partenariat. Merci Jean-Pascal Mollet. Avec plaisir, coach de vente, conseil, conférencier. Vous allez sur LinkedIn, vous êtes très actif sur LinkedIn, très vivant, très curieux. Vous avez gardé votre âme d'enfant, Jean-Pascal. Jean-Édouard Grézy, merci. Anthropologue, merci. Je rappelle votre livre, c'est une mine historique, justement, sur des personnages. Vous en avez cité quelques-uns, Henri IV, Catherine de Médicis, Michel Rocard, sur la manière dont ils ont, avec pas mal d'anecdotes assez incroyables. C'est un travail assez impressionnant. Fondateur associé du cabinet Alter Nego. Aurélien Esposito et son Teddy, qu'on n'oubliera pas de sitôt, associé Talent Management et fondateur de la Négociation Academy. Ça, c'est important. Merci. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi, les quartiers et les entreprises. Vous voyez, c'est un vieux sujet. C'est jeune, les quartiers, plein de dynamisme, plein d'envie, plein de désir. Beaucoup créent leur boîte et ça marche plutôt pas mal. On va en parler avec une entreprise qui les accompagne, qui crée les entreprises avec eux, tout simplement. On en parle tout de suite.